bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ceux qui sont dans cette salle, bonsoir à ceux qui sont un peu plus loin. Vous êtes avec nous dans le monde à partir de 45 pays et vous êtes quelques 300 à nous écouter, à nous voir aussi un petit peu partout comme ça dans le monde. Ce soir, 4 auteurs de bandes dessinées, auteurs, autrices de bandes dessinées, de romans graphiques, qui toutes et toutes ont un lien avec le Liban, d'une manière plus ou moins proche, vous allez le voir, et qui ont une façon de s'exprimer extraordinairement différente. Vous allez le voir dès qu'on va présenter chacun de leurs ouvrages. Ce sont des styles différents, ils parlent parfois de la même chose, mais d'une façon totalement diverse. Je trouvais que c'était une bonne idée que de les réunir dans ces rencontres que nous organisons avec l'Alliance française de Paris, avec la Fondation Alliance française et avec l'Institut français, parce qu'ils étaient une trace de ce qui peut se faire dans ce domaine d'expression de par le monde, aujourd'hui singulièrement le Liban. Il est évident que le Liban, et hélas l'actualité du Liban, était aussi une des raisons qui nous ont amenés à réunir ces auteurs qui ont sans doute des choses à dire sur ce sujet, et aussi amener peut-être un autre regard et une autre façon de voir ce pays, d'où le titre « Dessine-moi le Liban », évidemment, clin d'œil à « Dessine-moi un mouton ». Et avec moi ce soir, je présente de ma droite à ma gauche Nadia Narclé, qui est auteure de 2 bandes dessinées, romans graphiques. Le tout dernier, Zaza Bizarre, le premier, Les oiseaux ne se retournent pas, et qui est aussi l'auteur d'un spectacle adapté de sa première bande dessinée. Immédiatement à mes côtés, Zeina Birached, qui dans ce panel fait figure d'ancienne, c'est l'aînée, on lui doit absolument tout le respect, c'est elle qui a une œuvre et une carrière importante, plusieurs livres à son actif. Le tout dernier, l'un des tout premiers était vraiment de cette taille, très petit, et évoquait déjà Beyrouth. Et le tout dernier est un très grand livre, c'est même son titre, Le grand livre des petits bruits. Vous le verrez tout à l'heure à l'écran. À ma gauche, Raphaël Macaron, qui vient de publier un livre coécrit, dessiné pour sa part, illustré pour sa part, et écrit avec Noël Mamère. Elle nous expliquera comment le politicien français écologiste s'est retrouvé à ses côtés pour écrire ce livre. Par ailleurs, Raphaël Macaron est aussi illustratrice et a fait beaucoup de choses dans le domaine de l'illustration et dans des domaines extrêmement divers. Enfin, Joseph Caille, qui lui est ici pour un livre qui s'intitule L'Intranquille et qui est aussi un illustrateur et quelqu'un qui va dans des domaines extrêmement différents d'expression, mais toujours par le biais du dessin ou de l'écrit. Peut-être ma première question aux uns et aux autres, de façon à faire peut-être connaissance avec les uns et les autres, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce qui vous a amené à être sur cette scène ce soir, c'est-à-dire comment vous êtes arrivé au dessin. Est-ce que c'est quelque chose que vous possédiez déjà dans l'enfance? Vous étiez bon ou bonne en dessin à l'école, par exemple? Ou est-ce que c'est par le biais d'une école? Est-ce que c'est un travail d'autodidacte? Comment êtes-vous arrivé? Alors, je commence avec l'aîné dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est l'ancêtre qui commence. Quand même pas. Merci Bernard pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Pour répondre rapidement à la question, moi je suis arrivée au dessin par le biais de l'écriture. Je dessinais un peu, enfin beaucoup, comme tous les enfants. Je n'ai jamais vraiment arrêté de dessiner, mais je m'y suis mise sérieusement, disons, entre plein de guillemets, à partir du moment où j'ai eu une espèce d'urgence très très forte d'écrire une histoire, de transmettre un souvenir d'enfance qui se passe donc à Beyrouth dans les années 80. Et donc j'ai commencé à écrire et très vite je me suis rendu compte que j'avais besoin de ce rapport intime entre le texte et l'image, et il fallait que je dessine, et c'est là que j'ai essayé de trouver une manière de représenter le monde qui soit à ma portée, puisque je m'étais jamais dit que j'allais devenir dessinatrice. Je n'avais pas cette aisance, disons, du dessin à l'époque. Je devais avoir 19-20 ans, donc c'est relativement tard pour un dessinateur. Et donc voilà comment je me suis mise au dessin. Tout d'abord justement avec Beyrouth Catharsis dont vous parliez tout à l'heure.
où je raconte donc ce souvenir d'enfance qui se passe rue Youssef Semani à Beyrouth dans les années 80. Et j'ai essayé de mettre en place une manière très simple de représenter le monde et les choses en me focalisant surtout, en me concentrant sur le cadrage, en essayant surtout de me débarrasser de tout ce que je ne pouvais pas, que je ne savais pas dessiner à l'époque. Et c'est comme ça que s'est construit d'abord mon rapport au dessin et puis ensuite ce qu'on appelle après rétrospectivement le style, qui vient en fait de contraintes que j'ai tenté de... Il y a une part de formation Alors oui, bien sûr, quand même, oui, oui. Ne soyons pas ingrats. D'ailleurs, on a un point commun avec Joseph et Raphaël, puisqu'on vient de la même école. Enfin, on a suivi des cours dans la même école à Beyrouth, l'Académie libanaise des beaux-arts. Pas tout à fait au même moment, on l'aura compris. Ils vous en parleront peut-être un peu mieux parce que leur génération a bénéficié d'un nouveau système où je pense que vous aviez une licence de bande dessinée, ce qui n'existait pas à mon époque. Et donc, à mon époque, c'était un peu, comment dire, un peu étrange de vouloir faire de la bande dessinée C'était dans les années 2000, donc au moment de la reconstruction de Beyrouth, tout était encore en train de se mettre en place et la bande dessinée, disons, n'était pas vraiment une priorité. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce n'est toujours pas un médium qui est... Enfin, c'est-à-dire on n'a pas le même rapport qu'en France ou en Belgique ou dans certains pays, aux États-Unis ou dans certains pays asiatiques à la bande dessinée. On est encore un peu... disons, un peu à la traîne tout de même. Voilà, enfin je ne vais pas trop en parler parce que je suppose que ça reviendra dans la conversation. C'est la raison, je pense, pour laquelle on a tous été publiés en France d'ailleurs. Oui, c'est une des caractéristiques aussi. Juste une question sur... Vous aviez des points de repère dans la culture BDiste. Il y avait des auteurs qui vous avaient particulièrement inspiré. Vous disiez, ça m'intéresse plus que d'autres. Oui, évidemment, oui, oui. Alors moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on lisait beaucoup, en tout cas, enfin beaucoup de livres. Et il y avait des illustrés, à l'époque, on les appelait comme ça. Donc c'était plutôt de la bande dessinée franco-belge, Astérix, Gaston, Tintin, etc. Et ensuite, plus tard, au moment justement de la reconstruction, quand les librairies ont réouvert, j'ai découvert d'un coup et en vrac toute la bande dessinée contemporaine qu'on recevait un tout petit peu en retard à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et je me souviens très bien que j'ai eu des chocs esthétiques devant des livres de Comès, Tardy, David B., c'est celui que je cite le plus souvent, Marc-Antoine Mathieu. Alors c'est beaucoup de noir et blanc là, pour ceux qui connaissent. Et donc je suis passée brutalement de la bande dessinée franco-belge, des albums, au roman graphique en noir et blanc. Et je pense que ça m'a formée en fait, en quelque sorte. Et ça m'a surtout donné envie de m'y mettre parce que j'ai découvert comme ça des récits intimes, justement, des récits d'auteurs. Et voilà. Bretéché aussi. Enfin bon, il y en a beaucoup, mais oui, ceux-là. Je me tourne vers vous, Raphaël, et puis ensuite Joseph, puisque vous avez été dans la même école ou une formation en tous les cas très, très parallèle. Vous aussi, le dessin, c'est très petite, vous dessiniez déjà à l'école, vous étiez celle qui caricature les profs, à la maison aussi, ou pas du tout? Oui, j'ai toujours dessiné, ça m'a jamais vraiment quitté. Ce qui a énormément aidé, c'est que ma tante est toujours artiste. Elle m'a beaucoup initiée au dessin, donc quand elle me gardait parce que mes parents étaient en train de travailler, elle m'initiait beaucoup, elle me faisait faire beaucoup d'activités, donc je pense que c'est ça qui a entretenu le dessin. Mais je n'avais jamais vraiment, adolescente, je dessinais beaucoup, mais je n'avais pas envisagé que ça allait être un métier. Autant parce que c'était pas très possible de l'envisager au Liban, mais aussi parce que je pense que c'était pas, enfin, c'est quelque chose qui ne s'envisage pas de manière internationale, je pense. C'est quelque chose qui de manière internationale est pas forcément pris au sérieux. Mais adolescente, j'ai beaucoup lu de bandes dessinées américaines, j'ai beaucoup lu de comics américains.
Et ensuite est venue la BD un peu plus franco-belge. Ma mère lisait beaucoup de bandes dessinées franco-belges, donc j'ai un peu hérité Par de cette exemple, collection. vous avez des auteurs qui ont marqué plus que d'autres? C'est triste parce que je me rappelle pas du nom des auteurs, mais je me rappelle du nom des BD, notamment la série Achicalon, la série Johan et Pirluis, enfin toutes, c'est des choses que ma mère lisait et j'ai hérité de ces albums. Mais j'ai été longtemps vraiment portée par les comics américains et c'est la bande dessinée américaine qui m'a ouvert aussi au genre graphic novel, donc roman graphique, et j'imagine, inconsciemment ou consciemment, a beaucoup influencé ma manière de dessiner. Mais la bande dessinée m'est venue un peu comme ce que disait Nad, d'un besoin de raconter, pas juste un besoin de dessiner. Et ça s'est imposé à moi de manière naturelle parce que La part de formation, elle a été importante, elle a été très structurante, ou au contraire, il faut s'en dégager pour trouver sa patte, son style? Non, je pense que c'est évident que dans mon cas, en tout cas, elle a été importante parce que ça m'a formée de manière technique sur beaucoup de points. Non seulement on partage la même école, mais on partage aussi la même personne qui a géré les programmes. Et cette personne, c'est Michel Sanjoski, qui est aussi une autrice de bande dessinée libanaise et qui vient de sortir un livre maintenant qui s'appelle Antonio. Et c'est vrai qu'en tout cas, ça a été très formateur. C'est quelqu'un d'extrêmement pédagogue qui a une manière d'enseigner qui a été inspirante à ce moment-là pour moi. Et voilà. Très bien, oui. Joseph Caille, même réponse totalement différente. Vous étiez celui qui dessine, pas du tout, c'est venu plus tard. Oui, quand même, j'étais celui qui dessine. J'étais aussi celui qui dessine les costumes pour Halloween, des vêtements pour mes copines et tout. Et j'aimais bien ça. J'aimais bien aussi le fait que j'étais celui qui dessine et qui pouvait réaliser des idées, sur papier. Aussi, il y a un moment, j'ai pensé qu'à l'époque, quand j'étais enfant, je dessinais un peu mieux même. Je pensais moins. J'avais aucune... En fait, j'avais rien à prouver. Spontanéité. Ouais. Ça me venait vraiment naturellement et tout. Après, je crois que ça s'est amélioré à un moment avec les cours de dessin aux Beaux-Arts. Et je crois qu'après les Beaux-Arts, j'ai quand même cherché activement à déconstruire beaucoup de choses pour trouver un ton, une écriture où je suis à l'aise, que ce soit à l'écrit ou même au dessin. Des repères, là aussi, comme Raphaël, Zéna évoquait certains noms, vous avez de... Ouais, enfant, j'ai pas lu beaucoup de bandes dessinées. Il n'y avait pas cette culture dans ma famille, on lisait plus des romans. Après, en première année, aux Beaux-Arts, j'ai découvert des auteurs et des autrices libanais, comme Zena et les gens de Samandal, notre collectif, et Mazen Kerbaj, avaient un peu préparé le terrain pour nous. J'ai découvert ces auteurs-là et ces autrices avant même de découvrir la BD franco-belge, ou en même temps. Michel Stanjowski aussi la professeure nous dont parlait proposait Raphaël. beaucoup de choses à lire. Je crois qu'un vrai choc, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup influencé, c'est Jonathan Causé et beaucoup Monsieur Jean du Pied Berberian, Claire Bretéché, beaucoup. Voilà. Très bien. Et beaucoup d'autres. Très bien. Nadia, alors, votre cas est un petit peu particulier. Contrairement aux trois autres invités, vous n'êtes pas né au Liban, mais vous êtes né en France. Mais le lien se fait par le biais du papa. Le lien se fait aussi avec la région, non seulement le Liban, mais aussi la Syrie. Mais je vous ai invité parce qu'il me semblait intéressant de vous lier aux trois autres. Et il y avait ce lien géographique qui existait. Vous aussi, alors, né en France, là, le dessin, ça y est, vous dessinez très, très tôt, très vite, et vous faites une école de dessin. Comment ça se passe? Oui, alors moi, comme les autres auteurs, j'ai toujours dessiné depuis que je suis enfant. Après, j'ai pas fait d'école
liées au dessin à proprement parler, en fait, moi j'ai fait du droit, donc j'ai fait au départ un master en droit. Je pense que j'avais. Ça se voit pas, hein, pas trop en tous les cas. En fait, il y a cette idée de justice. Oui. Je fais souvent des projets qui sont assez engagés, où je m'appuie aussi beaucoup sur la poésie. Donc je pense que le droit m'a formée vraiment dans l'écriture. Mais même à côté des cours de droit, je prenais des cours, par exemple, de calligraphie, des cours du soir de dessin. Mais c'est assez tardivement finalement que je me suis vraiment orientée vers le dessin et au départ vers le cinéma d'animation pour en faire mon métier. Mais voilà. Et donc après ces études en droit, je suis rentrée dans un studio d'animation où j'ai vraiment été formée, un studio qui s'appelle Les Armateurs. C'est ceux qui ont notamment fait les triplettes de Belleville, Kirikou, donc c'est un gros studio d'animation français. Et j'ai aussi en parallèle de ça, donc j'ai été formée comme animatrice, et en parallèle de ça, j'ai monté ma compagnie de spectacles vivants, mais où je mélangeais du dessin, de la musique, de l'écriture. Donc j'ai toujours aimé en fait associer le dessin, mais aussi à l'écrit, à la musique. J'ai toujours eu ce besoin de mélanger différents langages en fait. Et pareil, les auteurs, il y a des auteurs un petit peu phares dans votre bibliothèque personnelle, là, votre panthéon. Oui, alors il y a beaucoup de poésie en fait. C'est vrai que la poésie et la philosophie, je dirais que c'est ce qui m'inspire le plus. Pour parler de bande dessinée, j'ai adoré Maus, par exemple, de Art Spiegelman. David B. aussi, c'est un auteur que j'adore. Sean Tan aussi, même si là il n'y a pas forcément toujours du texte, mais c'est des illustrations que je trouve extrêmement fortes. Voilà. Alors, on est à l'Alliance française, donc la langue est quelque chose de très, très important, et on va essayer de voir comment, justement, la langue, quel rôle la langue joue dans vos écrits. On va s'appuyer sur les travaux, les dessins de Zeyna, parce qu'elle a fait plusieurs dessins où elle évoque la manière dont elle tricote une langue qui est sa langue à partir de l'arabe et à partir du français. Vous pouvez nous dire un petit peu sur ce dessin, ce que ça peut représenter pour vous, le fait d'écrire en français, mais aussi d'avoir derrière, là, en nombre arabe, derrière vous, cette langue, et comment elle se métisse ou pas selon les moments, selon les types de récits. Je me suis rendu compte de cette richesse quand je suis arrivée en France, en 2004. Parce que pour la première fois de ma vie, il fallait que je trie mes deux langues maternelles, donc le français et l'arabe, et pour ne plus parler que le français, parce que j'étais entourée de personnes qui ne parlaient que le français, enfin c'est déjà bien, mais qui n'allaient pas comprendre les mots en arabe qui faisaient irruption dans mes phrases. Naturellement, au Liban, il arrive qu'on mélange, même tout à l'heure, moi quand je suis en présence de Libanais, je disais à Nadia, je fais une rechute, c'est-à-dire à nouveau ces mots s'invitent dans mes phrases sans crier gare. Et c'était un exercice périlleux, pas du tout évident, parce que c'était un effort. Je me souviens que je rentrais chez moi, j'étais épuisée à la fin de la journée, d'avoir fait l'effort justement de garder une seule langue et de garder l'autre en retrait, enfin en tout cas dans mon fort intérieur. La langue arabe. Et ça a été un peu compliqué en fait au départ, jusqu'au moment où, évidemment c'est des cheminements personnels, où il y a eu comme une espèce de réconciliation, où tout d'un coup je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de choisir, parce que quand on vient d'ailleurs, on est constamment rappelé à nos origines. On nous demande d'où tu viens, est-ce que tu rêves en français ou en arabe, est-ce que toutes ces questions-là qui sont très difficiles c'est un peu compliqué de répondre à ces questions en 2 mots, quoi. Et donc voilà, cette image du tricot, je tricote depuis l'enfance une langue constituée de 2 fils fragiles et précieux, c'est
une espèce de réconciliation de ces deux cultures. Au bout du compte, ça donne ça. Oui. Avec en arrière-fond, je ne sais pas si on voit, mais c'est le clic, 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 clic du tricot, parce qu'il y a toujours des onomatopées dans mon dessin. Ceci dit, le français a toujours été ma langue d'écriture, ça ne fait aucun doute, ça n'a jamais fait aucun doute. C'était évident que la création se ferait en français, que pour la langue. Que le texte se ferait en français. J'en profite pour vous parler d'une poétesse d'origine libanaise qui est aussi peintre, Etel Adnan, qui est en ce moment exposée à Lima d'ailleurs, entre autres. Qui était exposée à Beaubourg il n'y a pas si longtemps. Absolument. Et ça me rappelle, je pense à elle parce que j'avais lu dans une de ses interviews, le journaliste lui demandait mais vous qui avez vécu, vous qui êtes d'origine libanaise, vous avez toujours écrit en français ou en anglais et jamais en arabe. Pourquoi? Et elle a eu cette très jolie réponse que j'aime bien lui piquer. Elle lui dit oui, j'écris en français mais je dessine en arabe. Bon, après vous faites ce que vous voulez de cette phrase, mais je trouve que c'est le dessin aussi, c'est une manière finalement, même quand c'est, parce que parfois c'est totalement inconscient. On dessine, le dessin c'est une écriture, donc on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on y met, de sa culture, de son intimité, etc. Et, en tout cas, voilà, les deux cohabitent. La formule est jolie, mais elle n'est pas seulement jolie, elle est pertinente. Oui, voilà. Enfin, je ne vais pas la commenter complètement, mais je vous laisse avec. Nadia, vous avez représenté dans votre deuxième livre publié, Zaza Bizarre. Bon, une petite fille, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai associé évidemment cette image parce que là, c'est une petite fille, c'est pas un problème simplement avec les langues, c'est un problème avec la langue. Elle a du mal à communiquer d'une façon générale. Mais pour reprendre votre travail, vous reprenez les mots de Zéina. Est-ce que l'arabe joue un rôle ou pas du tout, vous, dans votre création? Et est-ce qu'il y a un côté arabisant, par exemple, dans le dessin que il me semble-t-il, on peut retrouver? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette acception en tous les cas? Alors, je pense que ça dépend voilà, sur quel livre je travaille. Enfin, clairement, dans Les oiseaux ne se retournent pas, où c'est l'histoire d'une enfant réfugiée qui va fuir son pays en guerre et qui est un pays qui n'est pas cité, mais qui est clairement du Moyen-Orient. Là, oui, j'avais besoin de m'inspirer notamment de différents motifs orientaux dans l'huminure. Voilà, par rapport à Zaza Bizarre par exemple, là je pense que je dirais que c'est un mélange, enfin je suis issue d'un mélange de cultures, donc c'est ce mélange-là, je pense, qui se retranscrit pour le coup aussi dans mon écriture en fait. Enfin, c'est vrai que les poètes arabes notamment ont cette façon d'imager, même à l'écrit, très forte les choses, et je pense que ça se retrouve en tout cas dans ma façon d'écrire et de dessiner. Voilà, mais je pense que ça sera beaucoup plus présent en tout cas dans mon premier livre que dans le second. Bien sûr. J'ai pris cette image-là parce qu'elle était parlante, si je puis dire, par rapport au sujet. Le lien entre les deux images est intéressant. Donc là, c'est plutôt une enfant, voilà, elle dit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais elle dit tous les mots restaient prisonniers en moi, puisque c'est une enfant qui a des troubles du langage, qui est 10 et donc qui n'arrive pas à s'exprimer. Et donc c'était cette idée de représenter toutes les lettres et tous les mots qu'elle n'arrive pas. On reviendra sur votre livre après. Joseph Caille, alors on va vous voir dans votre atelier et en train de dessiner. Ce qui m'intéressait, c'est d'explorer un petit peu le travail de chacun et votre travail lorsque vous parlez de votre travail, si je puis dire. Il y a tout de suite, bon là, l'enfant évoqué par Nadia est un enfant empêché de parler. Vous, il y a un empêchement aussi, mais un empêchement qui vient d'ailleurs. Le mot censure est immédiatement prononcé. C'est quelque chose qui est présent dans votre travail d'une façon générale, le manque de liberté. Oui, je crois que la question se pose beaucoup dans mon travail. Pas que la question de la censure, mais la question aussi
de l'autocensure ou même de l'imposteur. Est-ce que j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire, ou est-ce que ce que je dis sonne comme je l'entends ou autrement? Je crois que pour faire ça, je me suis fait... j'ai demandé à des amis de me lire, de me donner... de me dire ce qu'ils pensaient de ce que j'ai écrit. Et je trouvais ça très utile pour mieux comprendre comment sonne mon écriture, même le dessin. Parce qu'aussi, dans le dessin, je trouve que je cherche beaucoup et je n'atterris pas forcément à chaque fois sur quelque chose que je connais ou que j'avais prévu. Du coup, je me suis dit à un moment que je ferais mieux de ne pas me poser ces questions seul, mais aussi de partager. Et c'est là où je suis vraiment chanceux de faire partie d'un collectif avec Raphaël. On est nombreux à faire ce même travail et on peut en parler entre nous, échanger. Ça fait du bien. Raphaël Macaron, on va voir aussi une illustration où on vous voit en train de travailler. J'ai choisi celle-ci parce que vous ameniez ce dessin amenait une autre dimension, à savoir la dimension musicale. Concert d'Acide Arabe, donc tout d'un coup il y avait la musique qui faisait irruption, et j'avais l'impression que c'était de temps en temps un des moyens que vous aviez pris quand les mots ne suffisaient plus, lorsque le dessin ne suffisait plus, la musique venait en sorte peut-être de palliatif, je ne sais pas si c'est le bon mot. La présence de la musique chez vous. Oui, en fait, j'avais oublié de mentionner ça. La première question que vous m'avez posée, c'est que c'est vrai que mon attirance aussi pour le dessin est beaucoup passée par la musique parce que j'adore la musique. Mais je pense comme beaucoup de dessinateurs, je pense que c'est une association qui arrive souvent, le dessin et la musique. Et donc je collectionne des disques depuis longtemps, je collectionne des affiches de concerts, donc c'est aussi quelque chose qui a énormément nourri ma banque d'images, aussi mon intérêt pour la typographie, pour ce genre de choses. Et c'est vrai que la musique a toujours fait partie de manière extrêmement importante de ma vie. J'ai l'impression que je suis dessinatrice pour me consoler du fait que je ne suis pas une rockstar internationale. C'est peut-être pas trop tard. Mais voilà, rien n'est perdu. Voilà. Et c'est vrai que ce projet-là avec Acide Arabe, en fait, c'est une tournée. C'est un groupe avec qui j'avais travaillé il y a quelques années, mais avec qui il y a eu une rencontre humaine assez intéressante. On a les mêmes goûts musicaux, il y a pas mal d'atomes crochus, on va dire en con. Et ils m'ont proposé au début de l'année de faire une résidence avec eux pour écrire un spectacle ensemble. Donc on a fait une résidence d'une semaine. Et c'est vrai que c'était très intéressant pour moi de me questionner vraiment sur comment raconter une histoire avec une bande son. Et c'est vrai que le son, ça me manque énormément dans la bande dessinée. J'aimerais tellement parfois pouvoir mettre de la musique dans une scène, faire une playlist. Ça peut s'appeler du dessin d'animation à ce moment-là. Oui, mais c'est trop long. Ah. C'est trop long. Je pense que je serais incapable de passer tellement de temps. Et puis c'est aussi une chance incroyable, le métier de faire de la bande dessinée, c'est une chance incroyable de pouvoir maîtriser une histoire du début jusqu'à la fin, de maîtriser le ton, le dessin, les dialogues, l'écriture. C'est aussi extrêmement solitaire et éprouvant, mais c'est quand même une chance incroyable. Et c'est vrai qu'avec ce projet, je me suis beaucoup questionnée sur la narration et le son, le dessin avec le son. Et bon voilà, donc ce projet existe depuis cette résidence et c'est vrai que ça nourrit beaucoup ma pratique d'illustration et de bande dessinée aussi. Nadia, la musique est aussi extrêmement présente, en tous les cas dans le premier livre. C'est même la musique qui est salvatrice. Hein. La petite fille, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais enfin, la petite fille va être sauvée par un joueur de oud qui va l'emmener, qui va changer son destin, changer sa vie. Vous et la musique, vous partagez ce que vient de dire Raphaël sur l'importance de la musique. Alors vous avez fait du dessin d'animation, donc la musique est présente, et puis vous faites une adaptation de votre bande dessinée en spectacle, où la musique est extrêmement présente aussi. Oui, je rejoins complètement
enfin, voilà, Raphaël sur ce point. Moi, j'ai souvent besoin aussi avec le dessin d'avoir la musique associée. Enfin, là, typiquement sur Les oiseaux ne se retournent pas, j'avais travaillé avec le compositeur donc, qui est présent aussi sur scène et qui va être présent aussi sur le film d'animation dès le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'au début de l'écriture, j'avais besoin qu'on échange, d'entendre le oud en même temps pour écrire aussi les poèmes qui allaient être associés à cette musique sur scène et les intégrer dans la bande dessinée. Et c'est vrai que dans Les oiseaux ne se retournent pas, c'est aussi une enfant qui va devenir une musicienne et qui va exprimer sa rage de vivre par la musique. Et dans mon second roman graphique, la musique a aussi énormément de place. Donc oui, complètement. Joseph, dans votre travail, on trouve les noms de Björk, de Daft Punk, de Kate Bush. Enfin, là aussi, la musique est là, elle vous quitte pas, non? Oui. Je suis musicien aussi de formation, donc c'est quelque chose qui a aussi beaucoup d'importance dans mon Vous travail. jouez de quel instrument? Du piano. D'accord. Et oui, à un moment, je me suis posé la question, en fait, est-ce que je veux être dessinateur ou est-ce que je veux continuer ma formation de piano pour être vraiment genre, dans la musique et c'était ma dernière année au conservatoire, il fallait vraiment que je décide. Finalement, je trouvais que la nature du dessin, de la bande dessinée, de l'écriture, comme travail où je peux prendre mon temps, où je ne suis pas forcément devant un public, me ressemblait plus. Et en fait, quand je me produisais en public, quand je jouais en public, je perdais beaucoup de mes moyens, je perdais de la technique. Donc en fait, j'avais besoin d'un filtre c'est quelque chose qui existe dans la bande dessinée. Il y a un filtre je trouve qu'il y a un filtre entre le lecteur et moi, qui est le temps, le papier. Il y a quelque chose que je peux plus maîtriser. Voilà. Donc ça lecteur a n'est un pas en peu face de facilité vous. mon choix. Le piano, Zeyna, il est présent dans votre œuvre, puisque l'un de vos livres s'intitule Le piano oriental. La place de la musique dans votre création, c'est quelque chose d'important aussi. Oui, bien sûr, comme tout le monde ici. Oui, j'ai l'impression. C'est un orchestre, c'est pas un plateau. Oui, alors évidemment, la présence de la musique dans ma vie, force, évidemment. Dans le dessin, c'est plutôt arrivé par le son, dès le jeu des hirondelles, qui est mon premier roman graphique, où c'est un huis clos, où à l'extérieur on entend la guerre, enfin on ne la voit pas, on l'entend, et tout se concentre sur les petites actions minuscules du quotidien d'une famille qui est justement calfeutrée dans une pièce de l'appartement. Donc ça, le rapport du dessin à l'onomatopée est arrivé à ce moment-là, donc assez tôt. Et c'est vrai qu'avec le piano oriental, il y a eu comme une espèce d'apothéose, puisque le personnage principal est un piano. Je peux peut-être en dire deux mots parce que c'est une histoire assez folle. Le roman graphique. Si vous voulez, juste après, Oui. je voudrais qu'on cite ce livre. Oui, parce c'est vrai que vous arrivez à un moment où il n'y a plus de paroles, il n'y a que des sons, et vous en faites le grand livre des petits bruits. Oui. C'est-à-dire que là, vous avez supprimé tout dialogue et c'est uniquement... Voilà. Oui, c'est ça. C'était pendant le confinement. C'est le livre du premier confinement, où comme tout le monde, j'étais chez moi. Et comme je pense qu'on a tous observé un peu partout dans le monde... Vous avez perdu l'usage de la parole? Absolument pas. En revanche, tout s'est éteint, tout s'est tu autour de nous. En tout cas, moi j'étais à Paris, donc une grande ville grouillante et riche en sons en général. Et là, tout d'un coup, j'entendais des sons que j'avais jamais entendus avant. Et c'était super agréable. Et puis au bout d'un moment, ça commençait à devenir angoissant. Et j'ai eu envie de me remémorer les sons d'avant, d'un quotidien qui semblait très très éloigné.
Et c'est comme ça qu'est né ce livre. Alors c'est une collection chez Casterman, des grands livres. Donc évidemment, je m'en suis donné à cœur joie, parce qu'il y a la générosité de ce format où, où l'enfant ou même l'adulte se plonge dans ces pages qui se déploient. C'est un livre à lire à haute voix, parce qu'il est fait d'onomatopées uniquement, que j'ai inventé pour certaines. Donc on peut s'amuser à les lire avec un enfant ou à les lire si on a un grand enfant tout seul. Et voilà, donc il y a ce côté un peu ludique du son qui accompagne le dessin et les actions. Alors on va revenir à votre travail, les livres qui ont précédé. Là, est-ce que je me trompe si je dis que toute la première partie de votre œuvre a été consacrée quasiment au Liban et à Beyrouth? Non, c'est exact. Le premier livre, on a parlé de Beyrouth Catharsis, Beyrouth est dans le titre. Le second, c'est une adresse, c'est rue Youssef Semahani. Le jeu des hirondelles, on est en plein Beyrouth. Un autre titre, je me souviens, Beyrouth. Si même lorsque vous faites de l'illustration, les titres, c'est Agatha de Beyrouth ou c'est Manger libanais. Donc on est quand même très... C'est vrai, Beyrouth et le Liban. Et puis on arrive au piano oriental. Et là, il y a une sorte de transition, parce que ce piano oriental, vous allez nous raconter l'histoire de ce piano qui a vraiment existé, mais c'est un peu une transposition de votre destin à vous. C'est-à-dire que c'est une métaphore incroyable, mais ce n'est pas seulement une métaphore, puisque, comme vous le disiez, ce piano a existé, il existe encore d'ailleurs. C'est un piano qui a été inventé par mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, qui est mort en 1975, avant le début de la guerre au Liban. Et qui est un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde, mais auquel il a ajouté une pédale. Enfin non, il a transformé la pédale de la sourdine en pédale qui, au lieu d'étouffer le son, décale les marteaux à l'intérieur du piano. S'il y a des musiciens autour de nous, je pense qu'ils visualiseront ça assez bien. Et il a ajouté des cordes, ce qui fait que quand on appuie sur la pédale, on arrive à jouer l'intervalle parce que, bon, pour vous la faire courte, sur le clavier d'un piano, l'écart le plus petit entre deux touches est d'un demi-ton, c'est entre la noire et la blanche. Or, dans la musique orientale, l'écart le plus petit est d'un quart de ton. Donc en fait, pour jouer la musique orientale sur un piano, il faudrait ajouter des touches au clavier. Mais lui ne voulait pas transformer son piano, il ne voulait pas le transformer en bête de foire, enfin, il voulait garder son intégrité. Et donc, il a trouvé cette pédale, ça a l'air simple, mais il a mis 20 ans, 15 ans à trouver une solution, qui fait que quand on appuie sur la pédale, on est en mode oriental. Et ce que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand on relâche la pédale, ça redevient un clavier tempéré. Donc, c'est un piano bilingue. Et à partir de ce constat-là, je me suis dit, tiens, il y a des échos entre... ce que je vous racontais tout à l'heure de mon rapport à l'arabe et au français et cette espèce de réconciliation. Et ce qui est intéressant, c'est que le piano est un peu l'instrument occidental par excellence. On ne peut pas faire se déhancher un piano, c'est impossible. Alors que les cordes d'une guitare, on peut un peu tricher, on peut jouer un peu avec les intervalles. Et voilà, donc c'est parti de là. Mais ce qui est assez fou, en fait, c'est que... jusqu'à la sortie du piano oriental en 2015, il y avait un seul prototype qui était le prototype d'usine fabriqué à Vienne à l'époque dans les années 50, qu'il est allé faire fabriquer à Vienne chez Hoffmann et qu'il a ramené en bateau à Beyrouth. Bref, il faut lire le livre, je ne vais pas tout vous raconter. Et après la sortie du livre, j'ai été contactée par un fou qui est génial, qui a eu envie de reproduire ce mécanisme sur un de ses pianos. Et c'est un facteur de piano belge, ce qui n'est pas étonnant finalement, parce qu'ils ont aussi ce rapport aux langues. Peut-être que voilà, ça crée une espèce de sensibilité à ça. Et donc après des heures de Skype avec ma mère, donc, qui est au Liban, qui lui a montré le piano de son grand-père, c'était avant les Zooms et compagnie, c'est-à-dire c'était, quand j'y pense, c'est drôle. Enfin, vous ne connaissez pas ma mère, mais ça a un potentiel assez comique. Et donc, lui a tourné en Belgique, prenait des notes, et 3 mois plus tard, il avait transformé un de ses pianos en piano à quart de ton. Et ce piano existe aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un frère presque jumeau du piano de mon arrière-grand-père qui se balade aujourd'hui entre la Belgique et la France, puisque j'ai adapté avec un ami pianiste, Stéphane Sapis, que je salue s'il est là,
le piano oriental sur scène et on le joue avec ce fameux piano. Donc on entend sur scène le quart de ton que j'essaye de rendre sensible dans les pages du piano oriental, parce que justement, Raphaël en parlait tout à l'heure sur le rapport du dessin et du son, comme la tentation est forte d'avoir envie de faire entendre par le dessin. Et c'est vrai que c'était la difficulté de base du piano, enfin du roman graphique. Comment justement faire entendre ces changements de registre. Et sur scène, on l'entend. Et ça, c'est un grand... C'est extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est fou. Je pense à lui à chaque fois. Je me dis, mais s'il savait... Mais oui, bien sûr. C'est un bel hommage, en tous les cas. Nadia, on va voir un petit peu chacun de vos travaux. Et on va s'intéresser au premier livre. Les oiseaux ne se retournent pas. On voit la couverture de ce livre. Le lieu n'est pas situé clairement, on n'est pas dans un pays donné, mais enfin c'est un pays en guerre, une petite fille qui doit quitter ce pays. On est en Proche-Orient, on ne doit pas être Nous, très... on l'a reconnu tout de suite. Ouais. Je ne sais pas vous, mais Ouais. moi j'ai tout de suite su que ça nous concernait. Pardon. Ça peut concerner la Syrie aussi, je pense. Oui. Dites-nous où nous sommes, ou peut-être non, Non, c'est pas bah, la peine de le l'idée- savoir d'ailleurs. Non, justement, Ouais. l'idée c'était, je pense que chacun se reconnaît en fait. Enfin, l'idée c'était justement d'axer sur la symbolique de l'exil et de la guerre, et ça m'importait absolument pas d'avoir cette notion de frontière dans ce livre-là. Je voulais vraiment concentrer sur les personnages, sur leurs émotions, sur la musique aussi. Et voilà, Donc la petite fille échappe à la guerre, tente d'y échapper, passe par le sas de camps de réfugiés, va aussi, là encore une fois, échapper à ça et s'en sortir, oui, par le biais de ce musicien, de ce joueur de oud qui va l'emmener dans ses notes, mais aussi avec lui. oui, en fait, le livre raconte vraiment l'amitié entre ce musicien, mais qui est aussi un déserteur, parce que lui, c'est un ancien soldat. Et voilà, c'est vraiment l'amitié entre cet enfant et ce musicien, et c'est comme ça qu'elle va s'en sortir. Lui a refusé la guerre d'une façon très, très, très nette. Il a Oui. rompu. C'est un déserteur. Hein, Oui, ça. c'est ça. Et Joseph, un autre univers, c'est l'intérêt aussi de cette rencontre, de passer d'un univers à un autre, l'intranquille. Alors c'est l'histoire de Samar. Samar, c'est un peu Joseph ou c'est pas... Oui, ouais, évidemment. Mais vous avez quand même choisi de l'appeler Samar. Pardon? Vous avez quand même choisi de l'appeler Samar, c'est-à-dire de prendre une distance. Oui. C'est un personnage. Alors c'est quoi son intranquillité? C'est le fait de la guerre, parce que c'est présent aussi, son homosexualité qui est immédiatement mise en avant, et donc c'est une des sources d'intranquillité. Qu'est-ce que c'est? C'est le regard des autres qui est pesant? C'est quoi? Je dirais que ce que j'essaie de raconter dans ce livre, c'est vraiment comment toutes ces idées-là, toutes ces intranquillités-là se retrouvent dans ce personnage, mais pas que dans ce personnage, dans toute une communauté en fait. Je connais le milieu LGBT à Beyrouth et j'ai un peu évolué dans ce milieu. Je dirais pas que le milieu LGBT, mais aussi le milieu des artistes, le milieu souterrain. Et j'ai voulu justement illustrer comment l'incertitude, la corruption, le racisme, l'homophobie, plein d'injustices sociales en fait, se retrouvaient dans cette scène, qui essaie d'en parler et qui essaie d'en faire quelque chose. Voilà, qui se retrouve à un moment important de l'histoire de la ville, qui est ce moment où la révolution commence, et qui en profite d'ailleurs pour parler plus fort et pour s'exprimer. Il y a un autre personnage qu'il rencontre, c'est Alia, et qui, elle, est plutôt quelqu'un qui réagit par la provocation. C'est un peu son idée. Lui est plus dans une sorte de réserve, et elle, Exactement. Elle y va franchement. Ouais, elle est aussi
ils ont deux caractères différents, clairement. Et ce qu'Ali a fait dans l'histoire, c'est qu'elle le pousse un peu à parler, à dire ce qu'il n'arrive pas à exprimer, mais aussi elle le provoque. Elle provoque en lui des incertitudes, même elle pose des questions sur sa sexualité, sur le fait qu'il se met à risque. Et voilà, donc elle a un rôle un peu compliqué, mais qui aussi fait que le personnage raconte mieux ce qu'il veut raconter. Est-ce qu'on pourrait dire que votre personnage, et peut-être vous-même, vous essayez de transposer quelque chose qui relèverait de la création sous surveillance? C'est-à-dire qu'en permanence, il y a soit le regard de l'autre, soit le regard plus politique de la censure, le regard du conjoint, le regard... Enfin, il y a toujours une espèce de création sous surveillance. Ouais, c'est vrai. Je parle sûrement de ça, entre autres. Le fait que ce personnage essaye de créer en même temps, il est très conscient de ce qu'il essaie de créer, il fait des rêves en rapport avec sa création, il voit le potentiel créatif du rêve, du fantasme, de l'application, de l'écran. Vraiment, j'essaie de jongler entre plusieurs dimensions, que ce soit la réalité, le rêve ou la virtualité, pour trouver un fil conducteur qui est justement cette histoire qui s'écrit. Voilà. Raphaël, alors on parlera de votre bande dessinée Les Terrestres dans un autre temps. Là, j'aimerais qu'on parle un petit peu des autres activités que vous pouvez avoir. Là, on voit un des portraits que vous avez réalisé, Férouz, pour l'Institut du monde arabe, c'est ça? Vous en avez fait plusieurs à l'occasion de l'exposition sur les divas. C'est une part de votre travail. Il y a quelque chose dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est la campagne d'aide que vous avez faite par Kiss Kiss Bang Bang. Comment ça s'est passé? Quel travail avez-vous fait pour cette... Je n'ai pas fait de travail pour cette campagne. En fait, toutes les affiches, donc après le 4 août, pour donner un peu de contexte, après l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, comme tous les Libanais, mais surtout les Libanais qui n'étaient pas au Liban à ce moment-là, j'ai ressenti une impuissance et un désespoir tel que j'étais vraiment immobilisée chez moi. Le désespoir est un mot faible, je pense, pour décrire ce sentiment, mais bon, bref. Et donc j'étais tétanisée par ce qui s'était passé, j'étais horrifiée de devoir vivre ça loin du Liban, avec mes amis et ma famille là-bas. Et je me suis vraiment dit que j'allais vraiment avoir du mal à pleurer sur mon canapé mais c'était vraiment purement... c'était vraiment de la survie pour moi à ce moment-là. Je n'ai pas vraiment réfléchi beaucoup plus loin que ça. Et j'avais des affiches, j'ai toujours adoré faire des affiches, donc j'en avais plusieurs en stock déjà que je vendais sur mon site. Et j'ai juste mis un message sur Facebook ou sur Instagram qui disait celui qui a voulu acheter une affiche de moi à un moment, aujourd'hui c'est le moment de l'acheter parce que tous les bénéfices des ventes vont être versés à une campagne qui était en cours à ce moment-là, gérée par l'ONG qui s'appelle Impact, et qui a fini par ramasser 6 millions de pounds, un truc énorme. Donc quand j'ai mis ce message-là, je me suis dit, c'est cool, je vais réussir à réunir 1 000 € et puis je vais les mettre sur la campagne et comme ça au moins tout ça aura servi à quelque chose. Et en fait, c'est parti très loin, très vite, ça m'a complètement explosé. Oui, ça a vraiment complètement explosé à un point où je me suis mis à recevoir des notifications sur mon PayPal qui me disaient ça va pas du tout, on va bloquer votre compte, vous avez reçu 3 000 € en une demi-heure. Et donc j'ai complètement paniqué, je ne savais plus du tout quoi faire. Et c'est là que Kiss Kiss Bang Bang m'ont contacté en me disant si tu veux continuer la campagne, on peut l'héberger et recevoir l'argent pour eux la virer. Parce qu'il y a eu le problème de la fiscalité, du fait que j'allais recevoir de l'argent sur mon compte. Et heureusement que j'ai fait ça parce que
le montant total à la fin des 2 semaines, c'était 92 300 €. Donc, heureusement que je n'ai pas reçu ça sur mon compte. Ça aurait été une catastrophe. Mais oui, donc je n'ai pas fait de travail nouveau. C'était du travail qui existait déjà et j'ai juste eu l'idée de... Et alors, pour nous donner une idée, c'était quel type d'affiche, pour quelles étaient les destinations premières de ces travaux qui ont été vendus donc? Des travaux qui ont été imprimés en affiche, Oui, je voulais dire. oui. Il y avait un mélange de tout. Il y avait pas mal de travail personnel pour une exposition que j'avais faite il y a longtemps, où le but de ces travaux-là, c'était de faire des fausses affiches touristiques, des fausses publicités. Et donc l'idée, c'était d'être très ironique. Une de ces affiches disait Visit Beyrouth, le Paris du Moyen-Orient. Et puis il y avait deux autocollants publicitaires qui disaient 100% sécuritaire, la guerre est finie. Donc évidemment que c'est ironique. Après, je pense qu'il y a eu aussi, ça a pris une telle ampleur la campagne, il y a beaucoup de gens qui ont vu ces images-là et je pense qu'il y a eu des gens qui pensaient que j'étais sérieuse quand je disais que c'était le Paris du Moyen-Orient et que la guerre était finie et tout ça. Mais oui, donc c'était du travail personnel. Il y a eu quelques-unes qui étaient un travail de commande pour un restaurant en Australie qui m'a demandé de travailler sur le thème de la nourriture. Et j'en avais fait 4, dont 2 qui ont participé à la campagne sur l'Arak, combat au Liban, et le soj, qui est une façon de faire les manouches, qui est une galette au thym. Voilà. Dites-nous un mot sur vous avez cité le nom tout à l'heure, le collectif Samandal. Quel rôle cela joue? Alors Samandal, salamandre, hein, si j'ai bien lu. Plusieurs auteurs importants sont dans ce collectif. Je pense à Lilia Meret, je pense à Barak Rima. Et vous deux, vous êtes dans... Dites-nous un peu de quoi il retourne chez Samandal. Alors c'est publication d'une revue, dites-nous ça. C'est un collectif Aujourd'hui, on est plein. Ouais. On est beaucoup de gens. On s'était dit qu'on était officiellement une équipe de foot maintenant. D'accord. Au moins 15 peut-être. 15, voilà, 12, c'est ça. C'est plutôt le rugby alors. Voilà, bref, c'est une équipe de sport, d'hommes qui jouent du sport. Et donc c'est un collectif de bande dessinée qui a été fondé en 2004, voilà. 2007. Et donc J'étais déjà partie, moi, c'est pour ça, c'est la frustration. L'aîné, elle peut nous dire. L'ancêtre. Nous, en 2007, on était une mémoire. Voilà. Arrêtez. Donc c'est un collectif d'auteurs et d'autrices libanais et libanaises. Et au fur et à mesure, il y a des membres qui sont partis, des membres qui l'ont intégré. Moi, personnellement, j'ai intégré le collectif en 2014. Et c'était une chance, c'était une chance, c'est toujours une chance incroyable parce que ça faisait partie de mes premières lectures adolescentes. J'allais à tous les lancements, j'étais complètement fan du collectif et donc le fait je suis toujours très fan du collectif. Et le fait de l'avoir rejoint aussi, c'était une chance énorme. Donc en gros, on publie des livres tous les ans. Ça a commencé par être un magazine trimestriel avec un appel ouvert à contribution, qui publiait des auteurs beaucoup de la région, mais aussi internationale, et qui se questionnaient beaucoup sur la langue, sur la publication en arabe, en français, en anglais, mais parfois en allemand, en espagnol, et qui posait la question, qui se posait beaucoup la question du sens de lecture, parce que l'arabe se lit de l'autre côté. Donc ça a commencé avec un magazine trimestriel, puis à partir de 2014, on a décidé de faire une compilation par an avec un rédacteur en chef qui est membre du collectif, qui choisit un thème et qui choisit les contributeurs. Mais là, récemment, depuis 2 ans, on a recommencé 2-3 ans, on a recommencé le magazine trimestriel. Et oui, Joseph a sûrement des choses à dire. Ça a joué un rôle, par exemple, pour votre travail personnel. Vous avez pu faire, je ne sais pas, les premières armes dans cette revue ou lancer un certain nombre de... Complètement. D'ailleurs, c'est là où j'ai publié mes premières BD courtes. Comme je venais de finir mes études aux Beaux-Arts, c'était vraiment magique pour moi d'être publié, d'envoyer une bande dessinée
et d'être publié sans qu'on me pose des questions, sans qu'on me corrige, sans qu'on me dise enlève ça ou arrange ça. C'était vraiment parfait en fait. En plus, j'ai été invité à un moment pour joindre le collectif et à ce moment-là, on m'a fait vraiment confiance en me donnant des choses à faire, en me demandant d'être éditeur en chef d'une compilation. Donc il y avait une sorte de... vraiment, c'est une famille qui m'a accueilli. C'est devenu un peu ma famille choisie d'ailleurs. Voilà, c'est là où j'ai fait le plus de choses, ou là où aussi on a vraiment trouvé des alternatives à des problèmes, les problèmes vraiment de débutants en fait. Comment imprimer à pas cher, quel papier choisir, comment faire pour que la publication soit cool, mais et de pouvoir l'exporter. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a appris avec Samandal. Voilà. Bonne nouvelle, merci. Alors, vous toutes et tous, vous avez évidemment évoqué le Liban, on l'a dit. Zeinab, à un moment, vous avez quitté le Liban et vous êtes allé voir du côté de l'Afghanistan. C'est vrai. Et plus exactement, hélas, peut-être à propos des Bouddhas de Bamiyan. Comment est née cette histoire qui a une autre particularité singulière dans votre travail, c'est qu'elle est coécrite avec le romancier français Mathias Sénard. Oui. Comment c'est né cette affaire-là? C'est né d'une très belle rencontre avec Mathias Sénard. On s'est d'ailleurs rencontrés à Beyrouth lors du Salon du Livre francophone qui a lieu en général en novembre tous les ans. Et c'était l'année où Le Piano oriental et Boussole, son roman qui a obtenu le Goncourt après, sont sortis quasiment la même semaine. Et on s'est retrouvés comme ça pendant toute l'année parce que plusieurs programmateurs ont eu la bonne idée de nous faire partager des tables rondes, des discussions comme celles qu'on a ce soir. Parce qu'il y avait un certain nombre de liens entre le piano oriental et Boussole, notamment celui de la musique. Enfin, c'est pas le seul, mais notamment il y avait ça. Et puis, donc, c'était une rencontre voilà, autour de nos livres, une rencontre humaine aussi, parce que Mathias connaît très bien le Moyen-Orient, il est arabophone, enfin, il parle plusieurs langues, il n'est pas que arabophone, il est assez impressionnant. Mais en tout cas, on avait un terreau commun, une culture commune. Et si bien que, je ne sais pas, au bout de... Un an plus tard, en fait, il m'a proposé comme ça autour d'un café, il m'a dit quand est-ce qu'on fait une bande dessinée ensemble? Alors, moi, je dis chiche quand tu veux, enfin, en me disant bon ça va, j'aurai le temps de finir ce que je suis en train de faire et puis un jour on fera quelque chose ensemble. Et en fait il avait une idée très précise, c'est quelque chose qu'il avait mûri, je m'en suis rendu compte après parce que il m'a proposé déjà cette histoire. Donc en fait, ce sont deux histoires parallèles d'En prendre refuge, dont l'une en effet se passe en 1939 à l'ombre des Bouddhas géants de Bamiyan, qui donc n'étaient pas encore détruits à l'époque. Ils ont été détruits en 2001 par les talibans, en mars. Et moi, ça m'a totalement fascinée. C'est-à-dire avant même qu'on en discute un peu plus, parce que c'est venu de lui, hein, le point de départ, c'est lui qui l'a initié. Déjà l'idée de travailler sur la trace, parce que finalement il s'agissait de rendre sensible quelque chose qui n'existe plus. Un peu comme j'ai fait avec Beyrouth dans mes autres livres, de dessiner une ville qui n'existe plus à partir d'images d'archives, de récits collectés, etc. Donc cette présence de l'absence qui est très parlante dans la falaise de Bamiyan, parce que les niches sont encore là, donc on imagine très bien la présence des Bouddhas, et pourtant ils ne sont pas là. Et puis il y avait aussi cette envie très forte de voir ce que ça ferait à mon dessin et à mon écriture, de travailler avec quelqu'un d'autre et pas n'importe qui en plus. Donc ça c'était assez fascinant. Et du coup justement d'emmener le dessin qui jusque-là était quand même très urbain, très lié au Liban, à Beyrouth, à la ville, à la topographie,
au plan. Enfin, il y avait déjà des codes bien installés. Puis des lieux que vous connaissiez aussi. Et des lieux que je connaissais, des lieux de mémoire personnelle et de mémoire collective libanaise du moins. Et j'étais très curieuse de voir ce que ça allait faire à mon dessin, d'aller justement dans des extérieurs, des scènes de, comment dire, des panoramas, des paysages, la roche, la falaise. Et puis, c'est pas du tout autobiographique. Des personnages aussi, des personnages, voilà, réels, fiction, historiques, oui, qui ont existé. Alexandra David-Néel. Tout à fait. Enfin, on s'est beaucoup inspiré. Hein. On le dit à la fin, que c'est inspiré de personnages réels. La deuxième partie de l'histoire qui se passe, elle, à Berlin, une ville que j'aime beaucoup, est totalement inventée, elle, par contre. C'est Anne-Marie Schwarzenbach, en fait, c'est pas Alexandra David-Néel. Mais bon, c'est pas grave. Et Ella Maillard. J'ai eu un trou là. Oui, pardon, c'est vrai. Et je ne sais plus ce que je disais, mais... Si, l'histoire à Berlin, oui. le couple oui, voilà, berlinois. qui là est une fiction pure, histoire d'amour qui se passe entre une jeune Alépine qui vient de quitter Alep et qui débarque à Berlin pour y prendre refuge, justement, et elle prend refuge dans une nouvelle langue qu'elle apprend, l'allemand. Il y a des trouvailles assez drôles, d'ailleurs, de Mathias sur le... Parce que le livre est écrit en français, mais en fait, il se passe, en vrai, c'est entre l'allemand et l'arabe. Enfin... Il faut imaginer que le livre est parlé en arabe et en allemand, mais il est retranscrit en français. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, ça va. Donc c'était assez rigolo de voir, de lire ses trouvailles linguistiques, lui qui maîtrise ces 3 langues, et puis aussi d'en proposer d'autres en fonction de ce que le dessin dictait, comme mise en page, comme rythme. Ah tiens, ça je le mettrais plutôt là, ici. Donc en fait, on a travaillé à deux d'une manière assez... parce qu'en plus, on ne vit pas dans la même ville, donc il me proposait des dialogues. Il faut dire peut-être, pour ceux qui connaissent l'écriture de Mathias Sénard, c'est très particulier parce qu'il a fait le choix d'écrire pour le dessin. Et donc, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de narrateur, c'est uniquement des dialogues. Et donc au départ, il m'envoyait des dialogues et j'avais carte blanche pour faire le découpage et le dessin. Et très vite, en fait, j'ai participé à l'écriture parce que le dessin venait dicter son propre... Enfin, puis on ne se refait pas, moi j'ai l'habitude d'écrire, donc forcément. Et c'était très nouveau et très intéressant de créer ces liens à deux, quoi. Nadia, Zaza Bizarre, alors on l'a évoqué tout à l'heure, la petite fille Elisa, qui a des difficultés à parler, à communiquer. Elle a des nuits peuplées de rêves qui vont être une sorte de fil conducteur. On va l'amener pour essayer de la corriger. Elle va aller chez la spécialiste, dit-elle. Qui est-elle, cette petite fille ? Si vous deviez nous la présenter. Oui, donc c'est une enfant de 8 ans qui s'appelle Elisa, mais que tout le monde surnomme Zaza Bizarre en raison de ses problèmes de langage. Et en fait, elle va se construire un monde imaginaire en fait, pour exprimer sa différence, sa singularité. La particularité de ce roman graphique, c'est que c'est sous la forme d'un journal intime, donc on la suit vraiment au jour le jour. Donc c'est un journal intime illustré. C'est elle qui nous raconte. Oui. Voilà, c'est elle qui nous raconte. Du coup, on découvre son langage. Et comme elle a des troubles du langage, on découvre aussi sa façon de parler qui n'est pas comme celle des autres enfants. Et on va découvrir que peu à peu, elle va s'ouvrir aussi, notamment en rencontrant un camarade de classe, Léo. Qui lui aussi est différent et on va cheminer avec elle entre son monde fantastique en fait, son monde imaginaire inventé, où la nuit la nuit règne et sa réalité. Oui, et elle va aussi, les oiseaux ne sont pas totalement absents, hein. Le spécialiste est un ibis. Oui, le spécialiste est un ibis. En fait, je me suis beaucoup inspirée de l'expressionnisme allemand en fait, pour construire le monde
le monde d'Elisa, donc c'est notamment des références telles que le docteur Caligari ou voilà. Donc voilà, avec un monde en noir et blanc assez marqué et des perspectives assez surréalistes, puisqu'en fait on découvre en fait par l'imaginaire de l'enfant sa vision des adultes. Donc en effet, son psy par exemple, elle l'imagine voilà, comme un ibis, son orthophoniste, elle la voit en chouette. Donc voilà, en fait, elle transforme sa réalité en fonction de son imaginaire. On retrouve le monde des oiseaux quand même. Oui, complètement, oui. Qui ne vous ont pas quittés. Et Raphaël, alors le livre qui vient de sortir il y a peu, Les Terrestres. Et tout d'un coup, vous travaillez avec Noël Mamère. Alors comment ça se fait, cette rencontre j'allais dire improbable, mais non, elle est peut-être pas improbable. C'est très improbable, oui, bien sûr. Alors, comment on rencontre Noël Mamère au point d'en faire un livre. Non, j'allais faire une blague et dire qu'on s'est rencontrés en soirée, mais non, je ne vais pas faire ça. En fait, c'était l'idée de l'éditrice de ce livre, donc les éditions du Faubourg, une dame qui s'appelle Sophie Kaya. Et son idée, c'était de lancer une collection de bandes dessinées documentaires et qui connaissait Noël, à qui elle avait proposé de faire un livre. Et c'était elle qui avait eu l'idée d'allier comme ça quelqu'un qui, visiblement, moi je n'avais aucune idée c'était qui Noël Mamère en fait avant qu'on me oui, propose vous le dites ce projet. Dans le livre. Voilà. Et à ce moment-là, j'étais en train de travailler sur un autre livre. La BD documentaire, ça ne m'a jamais beaucoup intéressée. Je pense que j'en ai très peu lu. Je trouve ça assez ennuyant. Quand elle me l'a proposé, je me suis dit qu'il y avait quand même très peu de raisons de le faire, vu que je ne savais même pas c'était qui Noël Mamère. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même rencontrés et on s'est tout de suite extrêmement bien entendus. Il y a eu une complicité incroyable qui s'est installée entre nous. C'est quelqu'un de brillant, d'extrêmement intéressant. Et le sujet en soi m'a fascinée. Donc, c'est comme Zena disait sur son livre, j'ai été vraiment happée dans ce monde sur le mot, l'effondrement, les modes de vie alternatifs qui en sortent. La collapsologie. La collapsologie, voilà, tout ça. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Et ça résonnait aussi, à l'époque ça résonnait déjà, mais je pense qu'aujourd'hui ça résonne beaucoup plus avec la situation du Liban. Bon, je pense que je n'aurais pas pu imaginer que le Liban allait vraiment vivre un effondrement tel qu'on le décrit dans la science qui est la collapsologie. Mais déjà à l'époque, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai accepté de faire ce projet en me disant que j'allais pouvoir faire 2 livres en même temps. Bon, on s'est très vite rendu compte que c'est pas possible. Et je me suis consacrée pleinement à ce livre pendant 1 an et demi. On a fait des reportages ensemble, donc on est parti sur 4 mois. Avec Noël, on est parti rencontrer des gens qui se préparaient à l'effondrement et qui avaient fait des choix de vie, qui avaient radicalement changé de vie pour se préparer à l'effondrement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait un livre avec Noël Mamère. Il y a une chose qui est très intéressante et qui nous ramène évidemment à notre sujet de ce soir, c'est que le Liban est présent, et en particulier par quelque chose que vous appelez la hiérarchie de la souffrance. Et vous mettez en parallèle les souffrances évoquées par un certain nombre d'écologistes par rapport au pays, et vous trouvez une mesure, quoi. Vous dites, ouais, non, c'est quand même pas, c'est pas la même chose, quoi. Et ça, c'est quand même très fort dans votre livre, parce qu'on parle d'écologie, il y a même une pédagogie de l'écologie, tout à fait. Le discours de Noël Mamère est tout à fait présent, mais vous instituez ce parallèle avec le Liban et avec la souffrance libanaise qui n'a rien à voir, et ça a été écrit avant août 2020. Oui. En fait, quand j'ai accepté de faire ce livre, la théorie m'intéressait énormément. J'avais fait des lectures sur le sujet m'a intéressée, mais je me suis très vite rendu compte que dans la pratique, il y avait quelque chose qui ne résonnait pas avec ma réalité du tout. J'ai rencontré des gens en France qui ont leur réalité, qui font partie d'une certaine classe sociale, d'une certaine démographie. Et donc, c'est vrai que bien que leurs choix et leur mode de vie soient extrêmement respectables et honorables, bien sûr,
je me suis très vite rendu compte que dans la théorie qui m'intéressait, il y avait quelque chose dans la pratique avec laquelle je ressentais une dissonance. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de me mettre en scène dans le livre, parce qu'initialement, je n'avais pas envie de faire ça. Je trouve que c'est un exercice très difficile à faire et que souvent, ça ne réussit pas. Mais j'ai décidé de le faire quand je me suis rendu compte que ce point de vue-là allait peut-être enrichir le propos, plutôt que de juste faire un livre sur Noël ma mère qui se déplace avec le passé que Noël ma mère a. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là de me mettre en scène, parce que je me suis dit que j'allais être un véhicule de ce propos-là qui, sans remettre en question, mais pouvait apporter de la nuance aux choses que j'entendais pendant ces reportages. Et c'est très finement fait, parce que même dès la première image, on est au Liban, vous êtes en train de ramasser des ordures sur la plage avec votre mère, si je ne me trompe. Et donc on est dans le lien, c'est une écologie militante que vous avez pratiquée. Avant de rencontrer Noël ma mère, il y a tout de suite ce lien-là qui est concret. Oui, le sujet m'a intéressée aussi beaucoup parce que ma mère est quelqu'un de très écolo. C'est une valeur qu'elle nous a beaucoup inculquée. Donc l'écologie, c'est quelque chose aussi que j'ai envie de défendre. Il y avait une adhésion militante aussi. Après, dans la hiérarchie de la souffrance, ce que j'ai essayé de dire dans le livre et que j'ai eu beaucoup de mal à formuler, c'était beaucoup l'usage décalé l'usage du vocabulaire décalé par rapport à ma réalité. Quand on dit qu'on est en guerre, forcément, je n'ai pas la même définition que quelqu'un qui habite dans la campagne en France. Enfin, il y a un décalage et je pense que c'est important de signifier ce décalage-là, parce que sinon on reste entre nous dans une bulle. Et dans bien des domaines aujourd'hui, il y a des abus de langage de ce genre d'ailleurs. Voilà. Joseph, alors on a vu votre travail, l'intranquille, mais vous avez fait aussi d'autres choses. J'ai vu par exemple des affiches de films. Alors, sur des films qui existent déjà, vous avez fait d'autres. Ce sont des affiches, c'est une manière de les présenter. J'ai vu, il y avait Vol au-dessus d'un nid de coucou, Amour de Haneke, Laurence d'Arabie, j'en oublie. Qu'est-ce que c'est ce travail? C'est un projet auquel on avait pensé avec Raphaël. On vivait encore à Beyrouth. Je sais plus. Je pense. On venait de partir peut-être. Ouais. C'est vieux. C'est très vieux. Terriblement, ça doit dater de moins combien? Au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Oh là. Faites un effort. Ouais. Juste en fait, on voulait dessiner des films qu'on aime bien en fait. On voulait aussi partager notre passion du cinéma avec les autres en créant ces sortes de réécriture d'affiches ou réinterprétation d'affiches, un peu en mode même fan art. Il y avait une très belle bibliothèque et espace culturel à Beyrouth qui s'appelait Dawawin, qui malheureusement aujourd'hui a fermé ses portes, qui nous a reçus. Et on avait imprimé les affiches à pas cher du tout, en jet d'encre noir sur blanc ou noir sur papier teinté. Et on avait invité tout le monde, juste pour célébrer notre passion au cinéma, et c'était cool. L'affiche que l'on voit, c'est autre chose, c'est pas le cinéma, là, c'est Michael Jackson. De quoi s'agit-il? On avait fait pareil pour des groupes et des musiciens qu'on aime bien. Raphaël était invité par Balade Sonore. C'est un disquaire à Paris. Pour exposer des affiches. À chaque fois, c'est une demande. Vous répondez à une demande. La ou vous première fois, suscitez la c'était une demande. initiative personnelle. On avait fait pareil on avait dessiné des affiches pour des groupes libanais de la scène musicale alternative. C'est des groupes connus ou pas connus du tout, des gens qui viennent de commencer ou des piliers de la scène musicale libanaise. Mais on a vraiment choisi des gens qu'on aime bien, des styles de musique qu'on aime bien. On avait créé une sorte de catalogue illustré de ces groupes-là. Après, donc, Raphaël a eu cette invitation pour exposer des affiches, un peu des affiches de concerts imaginés. Et elle m'avait invité aussi à faire ça avec elle.
voilà, on a choisi des groupes qu'on aime bien et on a créé des scènes, des visuels un peu vrais et faux. Le vrai faux, le mentir vrai, disait Aragon. Des techniques différentes. Alors, on va voir 4 de vos travaux, choisis parmi beaucoup. Votre univers, Zeyna, l'univers en noir et blanc, mais pas que. Il y a de temps en temps des éléments de couleur. Et vous jouez aussi beaucoup sur les dimensions, sur le personnage important qui regarde les autres. Enfin, vous jouez sur la taille du regard. Oui, en effet, sur les échelles. Ouais. Oui, beaucoup sur la composition des pages, des doubles pages en général, parce que je travaille toujours une page par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté, enfin en face. Oui, parce qu'au bout d'un moment, le noir et blanc, qui est évidemment une passion, peut aussi être une contrainte. Comment renouveler l'exercice en restant dans un noir et blanc sans jamais avoir de gris ni de nuances. Et d'où le recours en tout cas à la recherche d'une inventivité de construction de pages, d'échelles, de cadrage, d'angle, donc c'est pour essayer de renouveler et puis pour apporter, en fait, chacun des livres, ils sont quasiment tous en noir et blanc, sauf le grand livre des petits bruits et puis un autre livre pour enfants que j'avais fait il y a plusieurs années, Mouton. Mouton. Ouais. Finalement, ils sont quasiment tous en noir et blanc, mais le noir et blanc n'est pas utilisé pour les mêmes raisons. Donc voilà, c'est une manière de renouveler un peu cette histoire d'amour avec le noir et blanc, en fait. C'est à chaque fois pour une raison précise que je l'utilise. Alors, je ne vais peut-être pas tout détailler, mais ouais, voilà, l'envie, c'est à chaque fois de renouveler l'exercice avec les mêmes outils. Pour l'instant, je ne m'en lasse pas. Et nous non plus, donc ça tombe bien. Ouais. Nadia, vous aussi, beaucoup de noir. Certains de vos personnages ont dit même c'est la nuit ma couleur préférée. Donc c'est dire que le noir est présent. Mais il y a parfois l'irruption d'une couleur vive tout d'un coup et ça fait l'élément, le cerf-volant qui tout d'un coup est rouge ou tel élément qui est bleu et un bleu toujours très vif ou un rouge toujours très vif, une couleur vive. Oui, en effet, j'adore le noir et blanc. Et après, c'est vrai que les couleurs, je les ai souvent utilisées pour leur symbolique et en me donnant une contrainte, en fait, c'est-à-dire d'utiliser typiquement le rouge. Pour moi, c'est l'enfance et c'est associé à la guerre et à la terre natale d'Amel, de l'héroïne. Le jaune, c'était tout ce qui évoquait les souvenirs. Le bleu, c'était vraiment associé à l'espoir. Donc je m'étais donné des contraintes en termes de couleurs. Et à chaque chapitre en fait, du roman graphique, il y a une couleur qui prédomine. Un code couleur, presque, on peut dire. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. J'aimais bien me donner cette contrainte-là. Et voilà, ça me permettait vraiment de faire ressortir aussi des notes d'espoir sur le chemin d'Amel aussi. C'était vraiment l'idée. Et après, c'est vrai que le noir, à côté d'une couleur vive, ressort d'autant plus. Et puis, il y avait aussi cette idée de faire ressortir de la lumière, en fait, d'un sujet sombre, dans Les oiseaux ne se retournent pas. Donc, voilà. Il y a ce jeu-là dans les premières pages des oiseaux, avec le noir et blanc tout d'abord, et puis l'irruption tout d'un coup d'une toute petite tache de couleur, mais qui prend toute son importance. Et Joseph, alors on voit une de vos pages, même paraissait assez symbolique, cet homme sur ce lit, et ce lit qui est un lit, mais un lit très particulier, ça ressemble beaucoup à un smartphone quand même, donc il y a cet aspect-là. Comment cette ligne très sobre, comment vous l'avez trouvée, comment vous êtes arrivé à cela? Je pensais à un moment spécifique que je crois beaucoup d'entre nous connaissent, c'est ce moment où on est devant son téléphone et on commence à s'endormir, où on finit par s'endormir avec le téléphone dans des positions impossibles, ou bien sur notre visage, ou bien... j'espère que je ne sois pas le seul là. Si, que vous. Pas de quoi tu parles. C'est vraiment ok. Et c'est un moment
qui me fascine en fait parce que je trouve qu'il y a beaucoup de récits qui émergent enfin dans ma tête à ce moment-là. Je suis entre la réalité et entre la dimension virtuelle du téléphone. Souvent je suis sur une appli de rencontre en train de parler de fantasmes et le rêve qui commence, donc j'enchaîne et mon cerveau commence à fabriquer des choses. C'est vraiment un moment magique pour moi. Juste d'être devant son téléphone et de somnoler et de finir par s'endormir et à créer des choses qui sont parfois entre les réels et le rêve. Et vous avez tout réuni dans cette image. Oui, exactement. Raphaël, le smartphone joue un rôle aussi dans la BD. Il est assez présent au début, à la fin. On téléphone pas mal dans votre... C'est le lien avec mes parents. Oui, et avec Noël ma mère aussi. Et avec Noël ma mère aussi. Il n'y a pas que vos parents. C'est ça. Noël ma mère. Et le portrait que l'on voit, alors là on est passé à Kalsoum. Beaucoup de couleurs chez vous. Alors là, il y avait le noir et blanc. Là, vous, c'est l'anti-noir et blanc, c'est les couleurs. Et des couleurs souvent vives. Enfin, vous jouez beaucoup des couleurs. Comment ça naît une affiche comme celle-là? Comment vous choisissez l'ambiance couleur d'un portrait? On a vu Férouz tout à l'heure, on voit Kalsoum. C'est difficile pour moi de donner comme ça un mode d'emploi. Je pense que j'ai pas assez de recul sur ma façon de faire. En tout cas, l'usage de la couleur, pour moi, c'est quelque chose de très narratif. C'est vraiment un travail qui vient après l'ancrage. C'est ma partie préférée, c'est la partie où je prends le plus de plaisir à faire mon trait, à être précise dans mon trait, à être méticuleuse sur les pleins et les déliés. Et c'est vrai que j'adore le noir et blanc dans le sens où quand je finis mon ancrage, j'ai souvent une satisfaction comme ça. Parfois je me dis et si je mettais pas de couleur, qu'est-ce qui se passerait? mais c'est vrai que c'est mais c'est vrai que c'est tellement c'est vraiment un moyen narratif pour moi en fait. J'ai l'impression que ça m'aide à ajouter de la lisibilité à mon image, de l'efficacité, à attirer l'attention là où je veux l'attirer. Et donc c'est quelque chose qui maintenant dans ma façon de travailler fait vraiment partie de mon travail, autant que l'ancrage, autant que la typographie. Et c'est quelque chose dont j'ai des idées, je me fais une idée assez claire des couleurs que je veux faire. Quand je prépare, même à l'état de croquis, je me dis le contraste, ça serait bien qu'il soit là. Faire des contrastes chaud-froid ou faire des contrastes clair-sombre. Voilà. Alors, avant qu'on ne prenne quelques questions qui nous ont été envoyées par la correspondance avec les gens qui sont de l'autre côté de la caméra, je voudrais vous faire réagir sur 4 de vos images sur le Liban pour demain. Comment vous le voyez à travers, évidemment, les événements qui se sont passés récemment et les figures que vous pouvez en offrir. Alors, j'en ai pris quelques-unes. Il y a cette image des nuages, des odeurs. Bon, j'imagine que des odeurs extrêmement symboliques de toutes les odeurs possibles, même si celles-ci sont très concrètes, mais on peut y mettre beaucoup de choses. Un autre endroit où, dans votre texte, Joseph, vous dites que les odeurs célèbrent joyeusement notre désespoir. Alors, vous nous expliquerez la cohabitation du joyeux et du désespoir. Et puis j'ai pris deux autres images de Raphaël, celle de la manifestation à la fin du livre. Vous ne vous entendez plus au téléphone avec Noël ma mère, vous n'arrivez plus à entendre ce qu'il vous dit parce qu'il y a cette manifestation, ce soulèvement qui a soulevé aussi beaucoup d'espoir, hélas, qui sont retombés après. Et puis l'autre image, vous en parliez tout à l'heure, d'une espèce de carte postale insouciante de Beyrouth et du Liban. Les unes les autres, toutes les deux, vous réagissez comment ce Liban de demain? Vous l'imaginez de quelle façon? Vous l'imaginez encore sous cette oppression des odeurs? Vous avez l'impression que l'insouciance va revenir? Comment vous imaginez Beyrouth dans quelques mois, dans quelques années? C'est moi qui m'école. Ouais. Sympa. tous les 4. Ouais, mais je vois que vous me regardez. Oui, c'est vrai. Et je continue.
C'est compliqué. Mm. C'est compliqué de répondre à cette question. Moi, je sais que dans mon écriture et dans ma création, il y a un avant et un après 4 août. Raphaël en a parlé un peu tout à l'heure. Mais ce jour-là, moi, j'ai cessé d'écrire ce que j'étais en train d'écrire parce que ça m'a semblé dérisoire de continuer. C'était une fiction qui se passe dans les années 50, à Beyrouth, pas très loin du port. Un truc léger, en fait. Et tout d'un coup, j'ai été choquée par la dissonance, en fait, et que comme si je n'avais plus la possibilité d'écrire une fiction, en tout cas là. Et en fait, je n'ai pas encore trouvé de récit à mettre sur... ça fait plus d'1 an, hein, mais je n'ai pas encore trouvé de récit à articuler autour de tout ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai qu'en général, moi, j'ai besoin de recul. C'est-à-dire, j'ai écrit en 2001 quelque chose qui s'est passé en 84. Donc, quand j'aurai 99 ans... non, je rigole. Mais d'une manière générale, j'ai besoin d'encaisser et pour rendre les choses un peu intelligibles. Et si je me suis adressé à vous, c'est aussi parce que la guerre avait été tenue par vos parents en particulier un petit peu à l'écart. Tout allait, on vous avait protégé comme enfant. Ça revient chez beaucoup d'auteurs d'ailleurs. Et l'engagement direct n'était pas présent dans vos livres. Est-ce que à partir de maintenant, vous pensez que peut-être il y aura une forme, je ne sais pas, le mot engagement recouvre beaucoup de choses. Une autre façon de prendre la parole. Oui. En fait, il m'est arrivé quelque chose que je raconte dans un projet de livre, parce que justement, la question qui se pose, c'est en effet quel ton adopter, puisque je ne peux plus utiliser le ton qui était celui justement de la restitution d'un souvenir d'enfance. Et donc, après l'explosion du 4 août, moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris un avion, en fait. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Et en fait, sur place, je me suis retrouvée à faire, sans m'en rendre compte au début, ce que mon père avait fait 30 ans plus tôt, quand il nous a emmenés la première fois sur les décombres du centre-ville après la guerre. En 91, j'avais 10 ans. Où il m'a montré, je le raconte dans Je me souviens, Beyrouth, ici c'était le magasin de ton grand-père, ici il y avait le tram, ici il y avait le cinéma opéra, ici il y avait la pâtisserie suisse, il y avait les meilleurs méricrimes du monde, enfin des récits ici. Et à chaque fois qu'il me disait ici, il montrait un tas de gravats. Et en août dernier, sans m'en rendre compte, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire dans l'espace d'une vie, il y a cette répétition où je me retrouve à faire ce que mon père a fait avec moi 30 ans plus tôt, mais avec quelqu'un d'autre qui ne connaissait pas les lieux. Et voilà, je vous raconte ça parce que ça a été un point de départ, une brèche pour y poser un récit, parce que c'est simple. Ça vient raconter aussi la violence du télescopage, de cette quantité de choses qu'on a eu à vivre et à affronter en peu de temps finalement à l'échelle d'une vie. Et je ne suis pas en train de répondre à la question, là je gagne du temps, mais c'est sûr que c'est nécessaire et je le sens. Et c'est aussi pour ça que je suis silencieuse pour l'instant. C'est que je n'ai pas encore trouvé l'axe, le ton surtout et la position, parce que c'est dérisoire, mais c'est difficile d'être loin aussi. C'est-à-dire c'est une position qui est un peu compliquée. Aussi, évidemment. D'autant plus que ça ne s'est pas arrangé depuis. Et je n'irai pas jusqu'à parler de légitimité, mais tout de même, c'est-à-dire, je suis quand même loin. Moi, je vis dans une ville qui est Paris, où on manque de rien. Enfin, c'est pas encore tout à fait réglé, ça, comme vous voyez, mais il va falloir que ça le soit à un moment donné, parce que ce silence, il m'est insoutenable. C'est-à-dire, ça devient urgent pour moi de prendre une parole, même si elle n'est pas... même si j'en fais pas un livre tout de suite, il va falloir que je trouve un moyen d'exprimer ça d'une manière... Alors justement, jusque-là, tout ce que j'ai écrit est pacifié. C'est-à-dire, je parle de choses terribles, mais
avec la poésie, l'humour, etc. Et je suis encore trop en colère pour me réfugier dans la poésie. Aujourd'hui, je crois que ce n'est plus possible, en tout cas pour moi. Et c'est cette autre chose que je n'ai pas encore, trouvée. Mais bon, rendez-vous dans quelques temps. Certains de vos collègues écrivains et dessinateurs, dessinatrices l'ont trouvé. Je pense à Oui, Lamia bien Ziadé. sûr, qui sur le coup a réagi à chaud. Mon port de Beyrouth, Ouais. qui est un livre à la fois de texte et d'illustrations. Je pense à Yam Yared aussi, Absolument, avec Implosion, oui. qui est un récit à ce moment-là. Et où Sharif elle- Majdalani qui a aussi. interrompu un journal avec au milieu d'un mot pour parler du 4 août. Ils sont nombreux à avoir réussi à franchir le pas. réagir au jour 1, quoi, jour plus 1. Nadia, vous, la guerre, la douleur, la souffrance, l'exil étaient déjà présentes dans vos livres. Le 4 août, Beyrouth, le Liban, c'est quelque chose qui peut servir Enfin, servir, j'allais dire, vous allez parler de ce phénomène, de cette explosion, de cette douleur, de ce traumatisme. Vous imaginez cela ou rester peut-être dans un lieu indéterminé comme vous l'avez fait jusqu'à présent? Alors moi, je ne sais pas si je me sentirais vraiment légitime pour le coup à parler de ça. Et c'est vrai que l'événement est quand même très proche. Et je trouve ça difficile en fait d'aborder des choses enfin, voilà, où la douleur, la souffrance est présente à l'instant en fait. C'est vrai que j'ai plus de facilité à parler du passé ou d'une actualité, mais enfin, voilà, sur le Liban en particulier, peut-être que ça se présentera à moi, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas dans l'instant, quoi. Pas dans l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat. Je me tourne vers vous, puisque ce sont vos images que l'on voit. Joseph, comment vous imaginez vous emparer de ce traumatisme, de cet événement sur lequel on a peu de mots à mettre, enfin, même en posant la question, j'ai du mal. Donc j'imagine pour vous, ça doit être très difficile. Vous imaginez vous emparer, dénoncer, je ne sais pas, vous en prendre aux politiques, comme l'a fait Lamia Ziadé, comme le fait Yam Yared, comme le fait Majdalani? En fait, en écrivant ce récit, je me suis posé la question. Je parlais beaucoup de la catastrophe, d'une catastrophe. Et au moment où je venais de finir mon récit, mon scénario, il y a une vraie catastrophe. Et je pouvais pas... En fait, ça faisait aucun sens en fait, de dessiner un récit où je parle d'une catastrophe qui vient d'avoir lieu et que j'avais évité. Et ça pouvait être n'importe quoi, en fait. Ça pouvait être une autre catastrophe. Et c'est peut-être pas la seule. Il y en a peut-être d'autres. Donc j'ai voulu inclure ça dans mon écriture. Et c'était évidemment hyper difficile. Je voulais juste prendre un moment pour regarder ce qui s'est passé, pour analyser comment cette catastrophe s'est infiltrée en demi-teinte dans nos vies, sans qu'on se rende compte, mais aussi en étant conscient de cette corruption qui s'enracine de plus en plus. Donc voilà, j'ai juste écouté mes sentiments et mes doutes par rapport à tout ça. J'ai essayé de les retranscrire dans ce livre. Mais comme Zen a dit, il y a quelque chose qui maintenant fait complètement écho avec l'après-guerre, le moment où on parlait d'un Beyrouth d'avant. Ici, il y avait ça. Ici, il y avait un cinéma, un bar. Je me rendais compte que je faisais la même chose il n'y a pas longtemps, où je montrais des photos à mon copain et je lui disais ça c'est un bar, ça c'est le bar LGBT qui va bientôt fermer ses portes. Et je crois qu'il y a pour moi une seule chose qui ne change pas, même avec cette destruction, cette reconstruction, ce sont les luttes en fait.
Je me suis rendu compte de ça en regardant un film ça va revenir, Beyrouth, ya Beyrouth, Marou Bardadi. Bardadi. Ce film où vraiment je me suis identifié avec tous les personnages, vraiment, ce sont vraiment mes luttes à moi aujourd'hui, alors qu'il parle des années 80, même 75, 78. Et il y a quelque chose de frappant dans l'écho que ça fait avec ce qui se passe aujourd'hui, comment les minorités, les artistes, les écrivains, les musiciens voulaient trouver des réponses, chercher à parler de l'histoire, chercher des réponses, chercher un réconfort en fait. Voilà. Raphaël, votre travail va être modifié, vous allez vous impliquer d'une façon différente, vous avez déjà un projet, vous allez intégrer cet événement colossal dans votre travail. Comment vous réagissez par rapport tout ce que dit Zena, tout ce que dit Joseph, évidemment, ça résonne énormément avec moi. Tout cette espèce de constatation horrible qu'en fait on est en train de parler comme nos parents, comme quand on a grandi, on les a écoutés parler comme ça, et moi je me disais mais ils sont encore dans la guerre, ils sont encore coincés dans leur truc, et en fait on est en train de parler comme eux. Enfin, c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant. Mais pour centrer ça plus sur le travail, c'est la dernière page de ma bande dessinée ici, en fait les fichiers sont partis à l'impression le 25 juillet 2020. Et heureusement quelque part, parce que je pense que si ça s'était passé, enfin s'il y avait eu le 4 août et il aurait fallu que je finisse cette bande dessinée qui techniquement se termine sur une note d'espoir, avec le rêve de la révolution. Oui. C'est la dernière image. Voilà. Je pense que j'aurais été incapable, ça m'aurait semblé complètement dérisoire. Tout nous a semblé dérisoire ce jour-là, et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses me semblent dérisoires. Aujourd'hui, moi, honnêtement, je ne sais pas quoi faire du 4 août. Je ne sais pas comment gérer cette information, en fait. Elle est beaucoup trop grande, ça fait 1 an, et je ne sais pas quoi faire du 4 août, mais je trouve que ce que Joseph a dit sur la catastrophe, sur le fait qu'il parlait d'une catastrophe avant même qu'elle arrive, je trouve pas ça anodin, en fait. Et moi, ça m'est arrivé aussi sur le livre sur lequel je travaillais donc avant de me lancer dans le projet de Noël ma mère et que j'ai dû mettre en pause. Dans le scénario, ça se termine par une très très grosse explosion. Et je pense que ce n'est pas anodin que dans nos inconscients, dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire collectif, il y ait un espèce de... comme il disait, sentir cette corruption s'enraciner tellement que en fait, la catastrophe est imminente et ça ne peut pas durer plus longtemps que ça. Ça va exploser. D'ailleurs, ça a explosé très fort. Et l'expérience que j'ai eue qui est encore plus parlante que ça, c'est qu'avec la tournée que je fais en ce moment avec Acide Arabe et donc la performance qu'on a écrite ensemble en décembre 2020. Oui, décembre 2020. J'ai écrit le show très rapidement, de manière impulsive, en me disant que j'avais envie de faire quelque chose d'onirique, qui parlait de Beyrouth, mais sans vraiment que ce soit un choix, parce que c'est très naturel pour moi finalement de parler de Beyrouth, donc c'est pas quelque chose que je calcule à l'avance, ça me vient naturellement. Et la ligne rouge de la performance, c'est une balade en voiture dans Beyrouth, avec des vidéos que j'ai filmées dans ma voiture, tout ça. Et c'est onirique, il y a un géant de fumée qui joue avec la voiture, puis qui redescend dans la mer. Mais pour moi, c'était rêveur, c'était contemplatif. Et au bout de la 3e performance, j'ai lu un article dans la presse qui disait que je parlais de Beyrouth avant l'explosion et de Beyrouth après l'explosion, alors que ça n'a pas du tout traversé mon esprit au moment où je l'ai fait. Et après, avec le recul, je me rends compte que c'est la première réaction des gens. C'est ça m'a touchée, ça part de l'explosion. Et c'est vrai que maintenant, en revoyant ces dessins-là,
bien sûr que ça parle d'explosion en fait. Et je me rends compte que c'est des choses qui vont sortir et qui vont continuer de sortir. Donc Zena, quand tu dis dans quelques années, je pense que ça va sortir de nous, même quand on ne le planifie pas en fait. Quand une image tellement violente et tellement traumatisante est imprégnée dans nos cerveaux, ça sort. En tout cas moi c'est sorti comme ça. J'allais dire je nous le souhaite, parce qu'on a aussi besoin, non mais très sérieusement, on a besoin des artistes aussi pour comprendre le monde, on a besoin de vous, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Juste une question qui est posée par quelqu'un qui nous suit sur la destinée de vos livres au Liban et en France. Je complète un petit peu la question. Est-ce qu'on vous lit de la même façon? Est-ce qu'on vous lit facilement au Liban? Est-ce qu'on vous lisait, peut-être doit-on dire? Zeyna, les réactions étaient les mêmes, j'imagine pas, sur les premiers livres. Un Beyroutain ne peut pas lire votre travail de la même façon qu'un Parisien, ou si, finalement? Non, au début, j'ai eu de très très belles réactions de gens qui venaient me dire, de lecteurs qui venaient me dire on a vécu la même chose, mais de l'autre côté de la ligne de démarcation, par exemple. De l'autre côté du mur. Ouais. Non, forcément, c'est forcément pas reçu de la même manière. De toute façon, je ne l'aurais pas écrit de la même manière si je l'avais écrit, si je les avais écrits au Liban, ces livres-là. Pensez à un lecteur. Quand vous pensez libanais, vous pensez parisien, non, vous pensez... je m'interdis de faire ça, parce que dès le début, dans le jeu des hirondelles, les dialogues ils fourmillaient dans ma tête en arabe, en libanais en fait. Et donc il a fallu que je trouve une certaine musicalité, on en revient à la musique et au son, pour rester fidèle à ce que j'avais dans mes oreilles et dans mon cœur, et le restituer d'une manière lisible. Mais peut-être d'une manière plus concrète, nos livres, il me semble, à tous les quatre, sont présents en français au Liban. Moi, j'ai eu la chance d'être traduite dans plein de langues dont j'ignore tout, mais pas encore en arabe. Ceci dit, ça vient, scoop. Dans quelques mois, j'espère, le piano oriental sera traduit en arabe par une éditrice formidable au Liban, qui fait surtout de la jeunesse et qui se lance dans une collection bande dessinée. J'en parle parce que notre point commun, c'est aussi qu'on est publié à l'étranger et qu'aucun de... En tout cas, je parle pour nous trois. On a dû... enfin, je sais pas de cette manière-là, peut-être qu'il faut le dire, mais on a dû venir en France pour être publié. Enfin, ou en tout cas, on a été publié par des éditeurs ailleurs qu'au Liban. Voilà. Voilà. Nadia, vos lecteurs, vous pensez à vos lecteurs, vous avez des lecteurs au Liban, en France, ailleurs, c'est quelque chose qui... L'idée de la traduction est quelque chose qui vous préoccupe? Oui, pour les oiseaux ne se retournent pas, j'adorerais une traduction en arabe. On s'était d'ailleurs plus ou moins renseigné avec mon éditrice. Donc voilà, oui, j'adorerais en fait, parce que voilà, ça me paraît très important. Et par rapport au retour des lecteurs, donc non, je pense pas aux lecteurs quand j'écris en fait directement. Après les retours du Liban, voilà, j'ai eu de très beaux retours. J'étais enchantée que le livre soit aussi bien accueilli, en tout cas pour les personnes qui m'ont écrit directement. Et voilà. Joseph, l'intranquille, ça vit au Liban, et tout à l'heure vous évoquiez le mot, c'est une des questions qui est revenue aussi, vous évoquiez le mot censure. La personne qui écrivait la question demandait, cette censure elle vient d'où? C'est une auto-censure, c'est le regard des autres, ou c'est une censure de type politique? Dans le livre, je parle des deux. Je parle de la censure politique qui peut opérer d'une façon un peu... comment dire, imprévisible, en tout cas au Liban. Mais je parle surtout à travers ça de ce que ça peut générer comme censure à l'intérieur de nos esprits. Et
Et pour parler de la réception au Liban, ça fait que 2 semaines que le livre est publié, en fait, donc j'ai eu vraiment peu de réactions. Je trouvais qu'en Europe, en France et en Belgique, les réactions étaient plutôt... après, on reçoit que les réactions positives. Les gens qui n'aiment pas vont pas venir dire « j'aime pas ». Ça dépend, ils peuvent le dire par d'autres biais. Hein, en tout cas, c'est mieux. On ne va pas savoir. Et chez les lecteurs et les lectrices, je trouvais un peu des points d'interrogation par rapport au mystère, aux rêves, à des choses qu'on trouvait intrigantes. Au Liban, j'ai surtout reçu vraiment des lettres et des messages de personnes qui me remerciaient parce qu'ils trouvaient une certaine consolation par rapport à leurs identités dans ce pays, à comment vivre leurs identités dans ce pays. Et voilà, j'ai vraiment reçu beaucoup de messages justement hier parce que j'ai signé le livre avant-hier. Et j'étais extrêmement ému parce que je fais partie de cette... C'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai évolué, dans cette scène, dans cette communauté. Et je crois que je parlais de quelque chose que ces personnes-là connaissent. Ouais. Et ça, c'est quelque part rassurant. Voilà. Raphaël, les réactions, alors non pas les terrestres, c'est peut-être... je sais pas, il y a eu une réaction au Liban, je ne suis pas sûr que il y a eu une réaction au Liban plutôt bonne, comme a dit Joseph, c'est celle dont j'ai entendu parler en tout cas, mais c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas Noël Ma Mère, il y a peut-être moins de... mais je pense que ça a parlé aux gens au Liban par rapport à la situation au Liban, par rapport au fait de comparer peut-être cette approche très occidentale de l'écologie à notre approche à nous. Je pense que c'est ça peut-être qui peut parler à une audience libanaise. C'est déconstruire le côté un peu moralisateur, très occidental de l'écologie, de il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, alors qu'en fait, on parle, dans le cas du Liban, la liste de priorités n'est pas la même, en fait, forcément. Donc, je pense que c'est ça qui a potentiellement interpellé des personnes au Liban. Je peux ajouter une petite chose? Bien sûr. Parce que j'ai quand même l'impression de vous avoir dressé un portrait un peu négatif par rapport à cette histoire d'éditeur et de langue. Il y a quand même, ça parle évidemment ce que je vais vous raconter parle d'un de mes livres bien sûr, mais de la bande dessinée aussi en général, puisque bon, jusque-là il n'y avait pas de possibilité d'être publié en arabe au Liban ni au Moyen-Orient, mais il y a quand même eu une éditrice au Liban qui a eu la très bonne idée de publier Le Jeu des Hirondelles, donc, qui est sorti en 2006, en version scolaire, en français, donc qui s'adresse aux établissements francophones au Liban. J'en parle parce que la bande dessinée, là, dans ce cas précis, le médium de la bande dessinée a été un prétexte pour parler d'une période de l'histoire du Liban qui n'est pas étudiée en classe, parce que les livres scolaires, les livres d'histoire, le programme des livres d'histoire à l'école, encore aujourd'hui au Liban, s'arrête en 1975. Donc il n'y a pas du tout de travail sur tout ce qui s'est passé depuis. Et voilà, juste pour vous dire qu'il y a quand même des initiatives et des passerelles assez géniales et intéressantes pour arriver quand même à poser des questions, à ouvrir un dialogue, en tout cas à la place de ce non-dit officiel lisse et extraordinairement angoissant et contre-productif. Je crois qu'on peut dire aussi peut-être un mot, enfin citer en tous les cas les éditions Alif Bata qui ont fait un travail de passerelle à travers des travaux anthologiques en particulier, en évoquant les différents collectifs qui peuvent exister dans les pays arabes. Merci beaucoup à tous les quatre, vraiment, d'avoir évoqué vos univers respectifs. Je sais que le sujet n'était pas facile et difficile à l'exprimer à l'oral. Je dois
je le souhaite, remercier et dire que ce soir, il y avait avec nous à la technique, en régie, un petit peu partout, Frédéric Jagu, Flore Bénard, Cyril Schwaller, Magali Rollet, Clara De Castro Casanueva, Mohamed Sadeguine. Ils étaient tous avec nous et sans eux, cette soirée n'aurait pas existé, en particulier pour ceux qui nous ont suivis en dehors de cette salle. Pour ceux qui sont dans cette salle, il y a une table juste à la sortie avec les livres de nos invités. Ces livres ne demandent qu'à être achetés, signés et surtout lus. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et je vous souhaite d'excellentes lectures. La prochaine rencontre aura lieu en début d'année prochaine et nous serons en début novembre, pardon, au début du mois de novembre, et ce sera avec l'écrivain qui nous vient d'Amérique latine, Miguel Bonnefoy, Autre univers. Merci à tous, bonne soirée, Bernard. bonne lecture. Merci.